Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin sur Europe 1 de 9h à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. Quand Mathis, 15 ans, est tué de plusieurs coups de couteau en pleine rue à Châteauroux par un jeune homme de nationalité afghane, le maire de la ville, Gilles Avrousse, ex-UMP, aujourd'hui divers droite, explique que l'ensauvagement des mineurs est un problème central de notre société. Il a raison sans doute. Mais tous les jeunes de 15 ans n'ont pas sur eux un couteau ou une arme blanche. À aucun moment, Gilles Avrousse n'a pointé la responsabilité de l'immigration massive et de l'arrivée sur le sol de France d'individus qui ont grandi dans d'autres pays, avec d'autres codes, sous l'influence d'une autre culture et qui transfèrent ici des habitudes, des comportements qu'ils avaient ailleurs. Manuel Valls disait hier que le drame de Châteauroux interroge sur la politique migratoire. Il me semble que c'est une évidence. Monsieur Avrousse a aussi demandé qu'aucune instrumentalisation existe, qu'aucune récupération suive. Le père de Mathis a exprimé également le même souhait. Je rapporte ce matin ces faits et je m'abstiendrai donc de commentaires. À Châteauroux, chacun s'accorde à dire que Gilles Avrousse est un bon maire, réélu à 70% au premier tour en 2020. Il tient cette ligne qu'il ne faut pas mettre d'huile sur le feu. Elle est contraire au travail du journaliste. Ne pas mettre d'huile sur le feu, c'est reconnaître qu'il y a le feu, mais qu'il faudrait le taire. Sarah Salman est avec nous, vous êtes avocate. Joseph Massescaron, Georges Fenech, Jean-Claude Dacier, Gauthier Lebret sont avec nous. Et Pierre-Alexandre Zal, vous êtes étudiant à Sciences Po Paris. Ça me fait très plaisir que vous soyez avec nous. Hier, je vous ai eu sur Europe 1. Vous nous avez appelé au standard d'Europe 1, d'ailleurs. Je ne vous connaissais pas. J'ai trouvé votre témoignage tellement formidable que je vous ai dit, venez nous en parler en plateau. Pourquoi ? Parce qu'on entend que les minorités actives, agissantes. Et votre témoignage, vous avez envie de bosser. Vous êtes à Sciences Po depuis 5 ans. On ne parle que des 100 ou 150 qui bordélisent, pardonnez-moi l'expression, Sciences Po. Mais la majorité, elle est plutôt comme vous. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, Sciences Po est dans une situation d'une extraordinaire gravité à cause justement de cette minorité étudiante qui parle beaucoup, qui est très bruyante et qui est en train en fait de scier la branche sur laquelle on est tous assis. Donc en fait, on est menacé aujourd'hui par cette minorité. Et puis vous avez en face une direction qui ne dit rien, qui cède tout. On pourrait même se demander si on a encore une direction, parce que voilà, ça fait 5 ans, 6 ans que je suis à Sciences Po. Et en réalité, j'ai connu 2 directions, 2 administrations provisoires. Il n'y a pas de cap, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'autorité. Et donc en fait, tout est permis. Aujourd'hui, des étudiants comme moi qui veulent simplement travailler, on est livrés à nous-mêmes. Vous avez 23 ans, Exactement. Vous êtes entré à Sciences Po après le bac. Exactement. Vous préparez le barreau. C'est ça. Vous allez partir aux États-Unis. Tout à fait. J'imagine que vos parents doivent être assez fiers de vous et de votre parcours, parce qu'à 23 ans, c'est pas si fréquent de tout réussir aussi vite et aussi bien. Et vraiment, cette majorité silencieuse. Alors, vous n'imaginez pas parfois entre vous prendre la parole tous ensemble pour dire... Parce que ceux qui, effectivement, manifestent, c'est souvent pas les étudiants les plus brillants. C'est ceux qui ont bien compris dans la vie qu'ils ne pourront réussir qu'à travers le militantisme. C'est beaucoup plus difficile parfois de réussir dans d'autres domaines. Et vous n'avez pas tenté de prendre la parole ensemble ? Vous savez, moi je suis affilié à aucun syndicat, aucun parti politique, mais en fait on a été tellement indignés avec certains camarades de l'école de droit du communiqué qu'on a vu tomber vendredi soir après ce qui s'est passé toute la journée de vendredi, qu'on s'est dit qu'on devait réagir spontanément. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je prends la parole. Honnêtement, je sais le risque que je prends, parce qu'après je sais le harcèlement qui va en découler, etc. Mais ça me semble important, parce que sinon après la réputation de cette école, elle va être salie par ces minorités qui ne travaillent pas, par ces minorités qui vont salir tout le monde et qui vont nous empêcher, nous, de pouvoir aspirer aux carrières qu'on envisage. Alors, on parlera évidemment tout à l'heure de Sciences Po, mais je trouve que vous avez beaucoup de courage. Avant de venir, je vous ai dit, faites attention à vous. On a eu cet échange parce que je ne veux pas vous mettre en difficulté, parce que le fait que vous interveniez à la télévision fait qu'aujourd'hui, vous allez être un visage connu. Et comme vous dites, vous pouvez être... j'ai pensé à vous, ce qui est bien normal, c'est la moindre des choses d'ailleurs. Et vous êtes venu quand même avec beaucoup de courage, et je trouve que vous donnez une leçon de courage, vous avez 23 ans, à tout ce personnel politique. Quand j'entends Madame Retailleau s'exprimer, je vous assure, aux âmes bien nées, comme dit l'autre, la valeur n'attend pas. Ça serait intéressant de temps en temps que ce personnel politique vous écoute. On en reparlera évidemment tout à l'heure de Sciences Po. Mais Mathis, le drame de Mathis, on va voir le sujet de Chloé Tarka qui nous rappelle les faits.
Plusieurs coups de couteau, dont un au cœur, auront été fatals au jeune Mathis. L'agresseur aurait reçu le même jour un coup de poing de la part de la victime. Pris par la colère, il se serait vengé en lui assénant plusieurs coups de couteau avant de s'enfuir. Personne ne sait ce qui s'est passé, j'entends de tout et de rien, donc croyez pas tout ce qui se dit partout. Attendez la fin de l'enquête, ça va être long, mais on saura. Ça avance bien déjà. On va faire les choses en mémoire de notre fils, qui était un vrai gentil. Donc on va rester dans la gentillesse et puis pas partir dans la haine ni la violence de quoi que ce soit. Alors qu'il agonisait, la mère de l'agresseur de 15 ans a ensuite asséné plusieurs gifles à la victime. Dans le quartier, la femme est connue pour son agressivité. Il y avait déjà eu une altercation avant, j'étais au jeu là-bas. Mathis était... je peux discuter avec Mathis. La maman du petit jeune qui est passé à l'acte... Elle l'avait insulté parce qu'elle avait fait un petit bruit à la fenêtre, il s'était retourné, il avait regardé, puis elle lui avait dit ouais, toi, tourne ta tronche, arrête de nous regarder. Puis elle m'avait dit ouais, toi, sale p***, Enfin voilà, il y avait vraiment une tension. Le parquet a requis l'ouverture d'une information judiciaire pour meurtre à l'encontre du mineur et pour violence volontaire à l'encontre de la mère. Je voudrais qu'on écoute le père de Mathis qui a témoigné au micro de Radio Luxembourg. Ça fait plaisir parce que ça nous montre que beaucoup de gens nous soutiennent. Et même Matou, quoi, et même Mathis. Personne ne sait ce qui s'est passé, j'entends de tout et de rien, donc croyez pas tout ce qui se dit partout. Attendez la fin de l'enquête, ça va être long, mais on saura. Ça avance bien déjà. Voilà. Mais mélangeons pas tout et faites attention à tous les bords de droit, tout d'ailleurs, qui s'approprient ce genre de choses. On va faire les choses en mémoire de notre fils, qui était un vrai gentil. Donc on va rester dans la gentillesse. Et puis pas partir dans la haine ni la violence de quoi que ce soit. Faites attention à ce que vous lisez, c'est tout. Pour Matou, qui était un vrai gentil, soyez pareil. Alors, avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on écoute Gilles Averrousse. Et je disais tout à l'heure qu'il a souligné l'ensauvagement sans jamais pointer la responsabilité de l'immigration. Écoutons-le. Les deux protagonistes, l'auteur comme la victime, ont 15 ans. Ça, c'est pour moi la preuve de l'ensauvagement, de l'ultra-violence qu'est en train de connaître notre société chez les mineurs. Il y a un vrai sujet national sur cette thématique-là. Il y a besoin aujourd'hui de prendre des mesures rapides. Je sais que le Premier ministre Gabriel Attal s'est exprimé sur le sujet il y a quelques jours et a donné, je crois, un délai de 8 semaines pour pouvoir faire des préconisations. Mais il est vraiment très, très urgent de redéfinir une politique en la matière qui soit à la fois sur le plan judiciaire, avec des moyens pour la justice de pouvoir peut-être plus facilement priver de liberté des jeunes de moins de 16 ans qui seraient mis en cause, puisque là, en l'occurrence, le meurtrier, à 2 reprises, il a été interpellé ces dernières semaines. Moi, j'avais connaissance que d'un fait qui a eu lieu il y a 8 jours pour un vol avec violence, vol aggravé, hein, et donc qui n'avait pas permis à la justice une incarcération. Bon, c'est un sujet très délicat parce que vous avez un drame important. Et que la famille souhaite qu'il n'y ait pas de récupération ou d'instrumentalisation. En même temps, M. Averrousse ne parle pas d'immigration. Il cible en disant que c'est un problème de mineurs et d'ensauvagement. Il n'y aura pas de récupération, mais c'est notre devoir quand même d'avoir un regard sur ce qui est devenu, et on le dit assez souvent, un fait de société. Faut-il rappeler le meurtre de la petite Lola? Faut-il rappeler Georges Fenech. Tout ce qui a endeuillé notre pays et qui est directement lié à l'immigration. On ne peut pas continuer à nier cette réalité. Et ça n'est pas faire injure ou peine à son père, qui est admirable et qu'on respecte et dont on partage la douleur, si tant est que ce soit possible, que de faire cette analyse, parce que c'est notre devoir de le faire. De même que les politiques doivent en tirer des conséquences et revoir cette ordonnance de 2021, réformée en 2021, qui a, je vous l'ai dit hier, Pascal, désarmé la lutte contre la délinquance des mineurs. Donc ça, c'est notre rôle que d'avoir ce regard. Voilà. Comme c'est notre rôle aussi de souligner qu'il y a un vocabulaire qui est employé à chaque fois, il n'y a rien à faire, et qui est un vocabulaire, à mon sens, inapproprié. C'est-à-dire le mot « rix », pour moi, est inapproprié. Et il tourne en rond et en permanence. Il a été repris. Et ça, c'est juste pas possible. C'est la même chose sur Crépol. C'est la même chose sur Crépol. Gauthier a raison. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, par exemple, est-ce que vous pensez qu'il faut revenir sur le droit d'asile tel qu'il est
fait en France, voir comment ça se passe à l'OFPRA, voir qui sont ces Afghans qui viennent sur le territoire de France. C'est la première nationalité pour les demandes d'asile, les Afghans. Et après, c'est impossible de les expulser parce que vous n'avez pas expulsé vers l'Afghanistan. Les talibans ne vont pas vous donner des laissez-passer consulaires. Donc en fait, ça pose une seule question. Comment expulser des Afghans ? Si tant est que ça soit possible, c'est le pays tiers. On a eu ce débat la semaine dernière avec le Royaume-Uni, Rishi Sunak qui vient d'avoir au forceps le vote de la Chambre des Lords pour pouvoir expulser vers le Rwanda avec un accord à plusieurs centaines de millions d'euros de Comme livres. l'Italie avec l'Albanie. Voilà, donc la seule manière en fait d'expulser des Afghans, ça serait d'avoir un pays tiers. En même temps, on peut comprendre quand même. Jean-Claude Dacier. La situation est impossible, notamment pour les femmes en Afghanistan. On peut comprendre qu'il y ait des demandes d'asile qui, pas seulement à mon avis, arrivent en France. Néanmoins, quand il s'est passé ce qui vient de se passer, je pense que le père, moi je partage tous ici sa tristesse et son appel au calme. Je pense qu'il vise et Bardella et Marion Maréchal qui se sont peut-être, chacun jugera, un peu précipités pour faire une vidéo, pour dénoncer ce qui s'est passé. En même temps, c'est leur rôle. Je pense que, oui, absolument, c'est leur rôle. Et en même temps, je ne pense pas qu'on puisse faire le moindre reproche aux journalistes ou au journalisme. Parce que si véritablement on ne parle pas d'un événement tragique comme celui-là, on sert à quoi ? Donc il faut relativiser. Moi je comprends parfaitement les paroles et l'appel au calme du père qui mérite vraiment notre solidarité et notre sympathie. En même temps, ça témoigne tout de même d'une politique de l'immigration qui est totalement hors de contrôle et on n'a pas fini de payer la facture. Alors, Gilles Avrousse nous regarde manifestement et il vient de m'envoyer un texto et il m'a donné l'autorisation de le citer. Je lui ai proposé d'ailleurs de réagir et il n'a pas souhaité. Il m'a dit « je ne réagirai pas avant les obsèques », ce qu'on peut comprendre. Il dit « Pour être clair sur le sujet de l'immigration, ce n'est pas du tout un tabou pour moi. Je le dis, on a un problème avec l'immigration en France. Je l'ai publiquement et nationalement dénoncé fin 2021 quand un vendredi soir, l'État m'a annoncé m'adresser un quart de migrants le lendemain, samedi matin, dont des Afghans qui finalement ne sont pas restés et sont repartis par eux-mêmes à Paris dans les 48 heures. Les maires ne sont jamais associés et très rarement informés. Et pourtant, ce sont eux que tout le monde, sur eux que tout le monde tape du matin au soir. Hier matin, la maire me demande par SMS 5 minutes avant le début de la conférence de presse de ne pas aborder ce sujet. La maire de Matisse. Donc effectivement, je comprends, monsieur Avrousse, par respect pour les parents qui ont perdu un fils 36 heures plus tôt, alors même que l'enquête n'était pas terminée, que les obsèques n'ont pas eu lieu, je ne pouvais pas ne pas respecter leur volonté, c'est la mort de leur fils. Eh bien, c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde a intérêt à communiquer, à parler dans ces cas-là. Donc, je cite intégralement le texto de monsieur Avrousse qu'il vient de m'envoyer à l'instant. Il n'y a pas si longtemps, souvenez-vous, même sur notre antenne, c'était le maire d'Orléans, Serge Grouard, qui disait « J'ai vu arriver des Afghans, personne ne m'a prévenu. Les hôtels sont pleins, je ne sais pas comment faire. » Donc, si vous voulez, les maires sont devant une situation, devant un fait accompli qui leur est imposé par l'État. Sarah Salman. Il y a un problème migratoire et ça c'est incontesté et incontestable, mais il y a aussi la justice pénale des mineurs. La personne était déjà connue des services de police et il n'a pas été, en tout cas il était en liberté sous contrôle judiciaire. Je le rappelle, la détention provisoire c'est l'exception et la détention provisoire pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans n'est possible que dans 2 cas, en matière criminelle et en cas d'irrespect du contrôle judiciaire. On pourrait éventuellement s'interroger, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être, c'est une question, réformer cela. Parce qu'au-dessus de 16 ans, il y a plus de choses. On peut lever l'excuse de minorité, même si en pratique, ça ne se fait quasiment jamais. Et les conditions de détention provisoire sont un petit peu plus larges. Donc pourquoi cette personne n'a pas été mieux suivie ? Et je crois qu'il y a une frilosité à la sanction, que ce soit d'ailleurs à Sciences Po, pour les mineurs et pour les majeurs. Ce que vous dites, Sarah, ça existait avant 2021. Oui, bien sûr. C'est cette majorité qui a empêché un juge de pouvoir placer en détention provisoire ce jeune. D'ailleurs, la procureure l'a dit dans son communiqué, on ne pouvait pas. Et je rappelle évidemment... La question, c'est est-ce qu'il faudrait éventuellement réformer cela ? Mais ça existait avant. Vous n'allez pas demander à ceux qui ont réformé de réformer ce qu'ils ont fait. Et je rappelle évidemment, puisque je l'ai cité, que Gilles Avrousse est le maire de Châteauroux. Et un bon maire. Oui, mais je l'ai dit, il a été réélu avec 70%, ex-UMP, aujourd'hui d'hiver droite. Il a fait un travail considérable. Écoutons Manuel Valls qui, lui... hier était chez Sonia Mabrouk sur une position très ferme sur ce sujet. La direction s'est engagée
un débat qui porte sur les revendications de ces étudiants qui ont bloqué l'Institut, et notamment sur la suspension du partenariat de l'école, j'ouvre les guillemets, avec les universités et les... Vous avez compris effectivement que Manuel Valls s'exprimait sur Sciences Po, dont on va parler d'ailleurs dans une seconde, et non pas sur Châteauroux. Et je le dis pour Marine Lançon, c'est un passage que nous avons écouté hier soir dans l'émission L'heure des pros. Écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, puisque... Est-ce qu'il est vrai que le garde des Sceaux est opposé, assez fermement opposé, à ce que l'on touche à l'ordonnance des mineurs? L'ordonnance des mineurs, elle fait partie du Code de la justice pénale des mineurs de 2020. Non, mais il vient de la réformer. En substance. Il a, avec les deux... Je ne peux pas le dire autrement, il vient de le réformer. Mais il l'a réformé il y a quelques mois. Mais est-ce qu'on change d'avis ou est-ce qu'on ne change pas d'avis, vu l'amoncellement? Le changement de logiciel, ce sont des gens pas leur demander de changer de logiciel. Ah bah non. Alors, il faut changer de personne. Voilà. Eh bah oui, peut-être. Oui, je suis désolé de vous dire. Sur l'excuse de minorité, je pense que ça remonte à plus haut qu'Éric Dupond-Moretti. Je ne suis pas sûr que Gabriel Attal et Emmanuel Macron soient pour la lever. C'est bien possible. Mais vous arrivez aujourd'hui, quand on dit qu'il faut changer de logiciel, c'est ça. C'est-à-dire que vous arrivez aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en un an, le nombre, combien on a changé d'une certaine manière de paradigme sur ces sujets-là. On entend des choses qu'on n'entendait pas il y a un an. C'est-à-dire que ça ne peut pas continuer, en fait. Ça ne peut pas continuer. Vous ne pouvez pas demander à un homme politique de changer de conviction comme on change de logiciel, c'est pas possible. Oh, ça serait pas le premier, Georges Fenech, excusez-moi. Je veux dire, des gens qui changent de conviction et qui retournent leur veste, c'est même juste un mot très court sur la répartition, parce que ça a été théorisé par Emmanuel Macron lors d'un discours devant les préfets, la répartition des migrants, évidemment, ça s'est accéléré avec les JO, et puis au moment des émeutes, il nous avait fait la répartition des difficultés aussi sur l'ensemble du territoire. Je vous dis sans arrêt que c'est les villes moyennes qui sont le plus touchées. Curieusement et paradoxalement, Paris est protégé. Il y a des quartiers à Paris qui sont incroyablement sécures. Mais dans les villes de province où par définition c'est plus petit, il y a regroupement parfois dans certains, comme dans des gares, comme dans des endroits, ce qui fait que à Nantes, à Rennes, à Bordeaux, les gens n'osent même plus sortir le soir. Allez à la gare du Nord, vous allez voir comme Paris est touché. Vous avez tout. Mais le crack, la délinquance. J'entends bien, mais il y a certains arrondissements qui sont à l'abri. C'est ça que je veux dire. Oui. Alors qu'en province, aucun quartier n'est à l'abri. Alors qu'à Paris, certains quartiers le sont. La preuve, Saint-Denis, à Châteauroux, c'est un quartier qui était calme. Tout le monde le dit. Manuel Valls, que je vous annonçais, écoutons-le. Et après, nous parlerons de Sciences Po. Les homicides et les tentatives d'homicide augmentent depuis quelques années. Donc ce ne sont pas des faits divers, ce sont en effet des faits de société qui disent beaucoup sur la violence. Donc cela pose des questions sur la manière dont il faut agir, évidemment sur l'immigration, évidemment sur les mineurs non accompagnés. C'est à la fois des réponses françaises et européennes, et puis aussi sur une réforme profonde de la réforme des mineurs, en s'attaquant à la question de l'excuse de l'âge, sans doute en inversant la preuve de celle-ci, puisque un mineur qui tue à 15 ans mérite évidemment une réponse extrêmement sévère, avec tout l'accompagnement ensuite. C'est formidable ce que dit Emmanuel Valls. Le problème, c'est qu'il a été Premier ministre. J'aurais envie que lorsqu'il était Premier ministre, il mette en place ce qu'il dit aujourd'hui. Alors on lui dira que ce n'était pas la même solution. Il est d'abord connu comme ministre de l'Intérieur, excellent ministre de l'Intérieur d'ailleurs, et il est rentré en confrontation vraiment directe, frontale, avec Christiane Taubira, qui était, elle, garde des Sceaux. Oui. Il s'en était plaint, j'ai la lettre, il s'en était plaint au président de la République. Il dit, c'est pas possible, on ne peut pas cautionner cette politique judiciaire qui va à l'encontre finalement de ce que fait la police sur le terrain. C'était quoi? Mme Taubira avait supprimé les peines planchées, elle avait supprimé les courtes peines d'emprisonnement, elle avait arrêté la construction de places de prison. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Manuel Valls vient nous dire tout cela, mais à l'époque où il était au pouvoir, il en a été empêché en réalité. Attendez, il y a juste une circulaire qui empêche l'expulsion de la famille de celui qui tuera Dominique Bernard à Arras. C'était une circulaire de Manuel Valls. Il y a 2 ou 3 mesures d'urgence à prendre. La première, c'est peut-être aucune régularisation sur le sol de France. Deuxièmement, le regroupement familial, c'est fini. On régularise à tour de bras. Oui, mais le regroupement familial, que tu ne sois pas écouté. Mais le regroupement familial, c'est terminé. Élargi par le président de la République, si j'ai bonne mémoire. Et ben ça, c'est une mesure. Alors ça, au début. Vraiment, il faut le faire immédiatement. Qui avait institué le regroupement familial déjà? Immigration. Qui avait institué? Mais c'est le Conseil d'État, c'est même pas Giscard. Si, c'est lui. Mais non. Si, c'est lui. Mais non. Je connais les éléments de langage. Je pense qu'au moins la suspension de l'immigration. Mais je vais vous dire, déjà une bonne nouvelle. À la limite, qu'en 76 ou 77, Giscard n'ait pas vu, pourquoi pas,
pourquoi pas? Mais arrêtez de faire le procès à Giscard. On est en 77. La situation n'a rien à voir. C'était il y a 50 ans. Oui, mais enfin, Joseph. Il y a l'Europe. C'est tellement plus facile Bon, ensuite. je vous dis aujourd'hui, il faut l'arrêter. Immigration, Au moins travail, la suspendre. pourquoi pas? Au moins la suspendre. Ça représente 10 ou 15% de l'immigration, l'immigration de travail. Et c'est pas celle qui pose de problème parce que les gens bossent. Alors il faut quitter la Convention européenne. Bon, Alors, allez, Sciences Po. il faut arrêter avec la Convention européenne des droits de l'homme. Mais on peut pas le faire, ça. Eh bien alors continuons, faisons rien. Et puis voilà. Vous dites, Vous m'expliquez toujours qu'il faut rien faire. Il y a un préalable, il y a l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège le regroupement familial. Écoutez, on va parler de Sciences Po. Ouais. Quand tu discutes... Quand tu discutes avec Matignon, ce qui nous arrive, les gens te disent bah oui, vous avez complètement raison, mais on peut rien faire. Donc on peut rien faire en rien. On dit qu'on en fait. peut rien faire. Il faut renégocier. On peut rien faire en rien, dans aucun domaine. On parle de Sciences Po. Madame Retailleau. Juste sur on va écouter Madame Retailleau. Sur le regroupement familial, Sciences Po. Les pays européens ont une politique différente. Oui. Madame Retailleau. Très différente. Madame Retailleau. On va écouter Madame Retailleau. Je vous assure, je m'interroge quand même sur. Il n'y a personne d'autre que Madame Retailleau pour représenter l'université en France. Sérieusement. Et l'enseignement supérieur. Je vous assure, je ne veux pas être désagréable avec cette dame, mais il n'y a personne d'autre en France qu'elle. Parce que, d'abord, je ne comprends rien de ce qu'elle dit. Elle s'exprime, c'est pour le moins confus. Et elle change d'une ligne d'un jour à l'autre. Donc l'université française, c'est elle qui la représente. Et elle n'est pas très soutenue, que ce soit à l'Élysée ou à Matignon. Elle est un peu scolaire. Mais tu te dis, pardonnez-moi cette expression triviale, mais ils vont les chercher où? Je vous assure, l'université française, c'est Madame Retailleau. Alors, elle était ce matin aux 4 vérités. Écoutons-la, puisque maintenant, elle fait marche arrière. La communication interne qu'il y a eu n'est pas une bonne communication interne. Et c'est ça qui a posé la polémique, et c'est normal, puisque cette communication interne a laissé croire qu'il y avait, vous l'avez dit, abandon de sanctions, et je voudrais dire que c'est faux, et que ça, je ne l'accepterai jamais, et d'autre part, qu'il y avait une discussion où l'institution pourrait se positionner vis-à-vis du conflit, et pourrait se positionner en particulier sur les partenariats. Là aussi, c'est faux. Il n'y aura aucun positionnement de l'institution, comme d'aucune institution publique, et il n'y aura aucun abandon ou boycott des relations avec les académiques d'Israël. Ça, je voudrais le dire haut et fort. Et la direction de Sciences Po est alignée sur cette position. Et c'est donc il y a sanction ou il n'y a pas de sanction? Elle dit exactement l'inverse. Enfin, le rétropédale, grandeur nature, c'est presque lunaire là. Bon, enfin. Elle se félicitait du communiqué de Sciences Po qui disait bien que les sanctions étaient levées pour... C'est insensé qu'elles soient encore en place. En fait, c'est insensé. Je ne peux pas vous dire autre chose. Voyez le tweet qu'elle avait fait, qui illustre d'ailleurs le pas de vague, comme toujours. De Sciences Po. Vous l'avez évidemment... Alors, je rappelle pour ceux qui arrivent à l'instant que Pierre-Alexandre est étudiant à Sciences Po, que c'est intéressant d'entendre un élève qui n'est pas dans la minorité active et qui a simplement envie de bosser. C'est ça, c'est exactement ça. Et là, on parlait de ce communiqué. Ce communiqué, en fait, on l'a pris avec sidération. On avait honte de ce communiqué. En fait, le deal qui a été passé avec cette minorité, c'est un peu comme si vous aviez un magistrat du parquet qui abandonnait toutes les poursuites avec un individu, avec un criminel, parce que celui-ci promettrait de ne pas recommencer sous les 2 semaines. C'est exactement ça, en fait. Et du coup, c'est l'impunité totale. Mais ça fait partie de la culture du pas de vague qui s'installe à Sciences Po déjà depuis des années. Et en fait, on est complètement abandonné par les pouvoirs publics. Et le message que je veux passer aujourd'hui, c'est que Sciences Po, c'est pas ça. Sciences Po, c'est des étudiants qui veulent travailler. Sciences Po, c'est des professeurs formidables. Sciences Po, c'est un horizon pour plein d'étudiants qui rêvent d'accéder à cette école pour une émancipation intellectuelle. Et aujourd'hui, l'image qui est renvoyée par ce genre de communiqué ou par l'abandon des pouvoirs publics est une honte. On va voir le tweet de Madame Retailleau. Est-ce qu'elle avait écrit « Je remercie Monsieur Jean Bassère pour son action à Sciences Po qui doit rester un lieu d'étude, de respect et de demain. Honte à ceux qui instrumentalisent les passions, les cynismes. » C'était pour la France Insoumise. Voilà, leur cynisme les avait... Alors, comme elle remerciait Monsieur Bassère, dans son communiqué, avait dit qu'il n'y aurait pas de sanctions. Donc on le revoit, on peut le revoir, je ne l'invente pas. Je le remercie pour son action, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Elle remercie le fait qu'il n'y ait pas de sanctions. Monsieur Bassère a rétropédalé aussi. Oui, mais en fait, ces gens... Ils se sont couchés, tout le monde les a critiqués, et maintenant ils rétropédalent. Si Gabriel Attal, qui était allé à Sciences Po pour bander les muscles, si Gabriel Attal est sérieux, il vire l'administrateur provisoire, il met un préfet l'allemand, pourquoi pas, ça serait un homme de poigne, et il vire la ministre de l'enseignement supérieur. Voilà.
Alors là, je crois que c'est plus au niveau de Gabriel Attal. C'est à l'Élysée. Et à l'Élysée, on réfléchit comment répondre et on dit qu'Emmanuel Macron va prendre la parole bientôt. Emmanuel Macron va prendre la parole pour parler il serait peut-être temps, oui. Non, mais sérieusement, c'est Emmanuel Macron qui va prendre la parole. Ah, le dossier est remonté jusqu'à l'Élysée, oui, bien sûr. Sur Sciences Po, bien sûr. Emmanuel Macron, Sur Sciences Po, le dossier est sur le bureau du président de la République et il trouve ça catastrophique. Il n'y a plus de ministre de Si Attal a un problème, c'est justement d'essayer de ne pas être le décalage du président de la République. C'est mal parti. Il faut qu'il prenne son indépendance et annonce un certain nombre de décisions qui apparaissent comme étant les siennes. Thomaïl. Oui, tous les jours, nous lui disons bonjour, si j'ose dire. Bonjour Pascal. Vous allez bien, Thomaïl? Toujours un plaisir de les grandes maisons d'Europe 1. Vous savez que c'est une filiation qu'il y a un peu avec Monsieur Dacier, qui était dans les années 70 à Europe 1. C'est vrai. Salut. Quelle date vous parlez, là? Dans les années 70. On a parlé des capitaines portugais hier. Vous aviez été surnommés les capitaines portugais. Sacomano qui vous avait surnommé comme ça avec Étienne Moujotte et quelques-uns. Merci. Je vous demande pas le programme. Ah non, on n'a pas le droit, vous le savez. Ah oui, on n'a pas le droit. Bon, alors si on n'a pas le droit, après on le vous jingle, écoute le programme. pas, d'ailleurs, mais on vous souhaite quand même bonne émission.